Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission culturelle régionale, l'émission Mosaïque qui vous parvient de la maison Félix Leclerc, qui est produite par C'est sur la télé, votre télévision communautaire régionale. Alors aujourd'hui, comme on a l'habitude de recevoir des créateurs, des gens de la culture, on a une créatrice de mode, une designer, une toute jeune dame qui est originaire de chez nous. Alors Camille Lamontagne, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Bien, ça me fait vraiment plaisir. On aime ça, recevoir des jeunes, découvrir des nouveaux talents. C'est comme cette année, là, c'est des belles surprises qu'on a. Alors c'est ça, je disais que tu es de la région. Donc, toi, tu es originaire de... Oui, moi, j'ai grandi à Vaudreuil. En fait, mes parents ont acheté la maison à Vaudreuil quand je suis née. Fait que j'ai grandi toute ma vie ici. Donc, les grosses maisons dans le champ, avant, c'était un champ de fraises. Moi, j'allais cueillir mes fraises avec mes parents quand j'avais 3-4 ans. Fait que aujourd'hui, ça me rend un peu nostalgique. Mais oui, j'ai grandi de la région, habité toujours dans la même maison. Puis, je suis déménagée depuis peu, ayant fini l'école et l'université. J'ai pris un appartement proche de mon travail pour me simplifier. Mais je suis une fille de Vaudreuil. J'ai grandi toute ma vie ici. Alors, tu dis que tu t'es rapproché de ton travail, ça veut dire que tu travailles à Montréal. Oui, en ce moment, je travaille pour une compagnie de manteaux assez haut de gamme qui s'appelle Soyan Kyo. C'est la même compagnie que Maquillage, qui est un petit peu plus connue. Okay. On vend principalement au Canada, États-Unis, puis on commence en Europe puis en Asie, mais c'est tout nouveau. Okay. Puis en ce moment, je travaille là comme designer, donc c'est ce que je fais pour l'instant. En ce moment. OK. Puis, qu'est-ce qui fait, bon, la jeune fille de Vaudreuil, là, qu'est-ce qui l'a amenée vers la mode? Je comprends que toutes les petites filles font des robes de princesse, tout ça, mais pour décider d'en faire un métier, c'est quoi, là? T'es resté... ça t'a allumé au point, là, que c'est... Bien, moi, j'ai toujours adoré dessiner, faire du bricolage. Puis, je vais dire que j'avais quand même la chance d'avoir un don pour ça depuis que je suis jeune. Même quand j'étais au primaire, j'ai gagné des concours de dessin au musée de Vaudreuil. Ah! Regarde, c'est un encouragement. J'avais le dessin et tout en moi. Ouais. Puis, je suis la deuxième d'une famille. Fait que c'était assez rare que ma mère m'amenait magasiner. Fait que quand j'allais magasiner, je prenais l'opportunité, je regardais tous les vêtements, les petits détails, tout ce qui les rendait uniques. Puis je voulais tout essayer. Ma mère était découragée parce que... Mais à quel âge, ça? J'avais à peu près 7 ans. Dans les premières fois que ma mère m'a amenée magasiner, puis là, t'es jeune, mais tu veux avoir des belles affaires étant une petite fille. Fait que j'ai vraiment développé la passion. Également, j'ai fait beaucoup de sports, de spectacles. J'ai fait du patinage artistique, du ballet classique. Fait que j'ai développé tout un amour pour ce qui était costume, maquillage, comment on se présente. Fait que ça venait vraiment comme tout se mélanger. J'ai mes trucs artistiques. Puis au secondaire, quand est venu le temps d'aller au cégep, ben mes parents ils ont voulu me faire changer d'idée parce que le milieu de la mode, c'est quand même un milieu qui a beaucoup de préjugés. On dit souvent que c'est un milieu un petit peu snob, que c'est difficile de vivre de tout ça. Ouais. Et, mais mes parents, ils n'ont pas eu de chance parce que tout le monde qui me croisait leur disait « Votre fille, c'est sûr qu'il faut qu'elle aille là-dedans et tout ». Fait que je suis rentrée au cégep, puis ça a été... Mais toi, tu as eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance. Tu as été soutenue par ton milieu autour de toi qui reconnaissait ton talent immédiatement. Exactement. Puis quand j'ai commencé à étudier la mode, moi, j'avais jamais appris à coudre. Fait que j'ai appris au cégep à coudre. Puis c'est difficile à apprendre à coudre, surtout quand d'autres filles à côté de toi savent coudre. Mais je me suis trouvé toutes les opportunités de coudre pour apprendre et tout. Puis finalement, à la fin, je suis sortie avec des bourses du cégep, des bourses de la Fondation de la mode de Montréal, que malheureusement n'existe plus depuis l'année dernière à cause de manque de financement. Mais la Fondation de la mode a payé toute mon université, pratiquement. Oh, wow. Fait que moi, après ça, il me restait juste à payer mes matériaux, ce qui est quand même une somme substantielle quand on est en design quand on est en design de mode, parce que les tissus sont pas fournis, les fils sont pas fournis, fait que ça monte vite. Puis souvent, si tu veux avoir un beau projet, il faut que tu investisses dans tes tissus. Donc, c'est toutes des mesures. Puis, quand j'ai commencé à étudier la mode, pour moi, ça a été un coup de foudre, parce que ça a été
un mélange absolu de toutes mes passions puis de toutes mes compétences. Comme j'ai un esprit quand même assez logique, je n'étais pas mauvaise en mathématiques. Fait que mais ça s'est tout placé en patron. Quand le patron, c'est mesurer, faire les formes pour après ça couper le tissu pour donner le vêtement. Fait que ça prend quand même un esprit logique pour être capable de le comprendre. Après ça c'est pas juste quelqu'un d'inspiré, là, mais ça prend quelqu'un de structuré. Il faut être extrêmement organisé aussi pour être designer de mode parce qu'on travaille souvent sur plusieurs styles. Il faut gérer souvent avec les manufactures, comment voir, s'assurer que tous les détails ont été choisis. Fait que c'est assez logistique quand même. Puis aussi, il y a le côté histoire de la mode, toute l'histoire des arts décoratifs qui est reliée à la mode, que j'ai eu la chance d'étudier, puis j'adore l'histoire. Fait... Puis ça, tu as étudié ça où tu as étudié? Moi aussi, pendant mon parcours universitaire, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un échange étudiant aux arts décoratifs de Paris. Fait que, c'est une capitale de la mode. C'était absolument incroyable. Mais je dirais le cours qui m'a le plus marqué là-bas, c'est le cours des histoires des arts décoratifs et tout, puis de l'industrie du luxe en France. Ma prof était absolument incroyable. C'est une femme qui travaillait depuis 10 ans dans les archives de Yves Saint-Laurent. Fait que quand tu arrives là, tu fais « wow, OK, c'est cool ». Fait que son affaire, elle la connaissait. Puis tu découvres qu'en France, tu as beaucoup de spécialités comme la corsetterie, la dentellerie, toutes ces spécialités qu'on n'a pas vraiment ici, que là-bas, ils ont conservé, ce qui est quand même assez unique à la France. Fait que tu reviens de là complètement inspiré, puis tu sais, avec... Pendant mon voyage, mes études là-bas, j'ai eu l'opportunité de développer des compétences ou de porter une attention aux détails que je ne faisais pas avant. Fait que ça a vraiment amené, je pense, mes créations puis ma manière de travailler à un autre niveau. OK. Les vêtements là, que tu as apportés, est-ce que c'est des vêtements que tu as créés avant d'aller en France ou c'est... C'est des vêtements que j'ai créés après. En fait, avant, c'est assez drôle. Avant que je sois allée en France, j'étais assez monochrome dans mes designs. Je faisais toujours des trucs plissés, mais blancs quand même. J'étais très dans le blanc, neutral, kaki et tout. Puis quand je suis revenue d'Europe, je pense que je me suis fait... émerveillée par les couleurs qu'on a en Europe. Puis, tu sais, on voit toute la période victorienne, comme que j'ai vu à Paris, les restants du rococo. Puis, dans ces périodes-là, c'est les couleurs pastel. Puis, cette collection-là est inspirée de la période victorienne dans le style. Donc, les manches bouffantes, comme on peut voir ici. Ouais. C'est vraiment une époque que je trouve vraiment magnifique en termes de vêtements, puis qui est assez tendance aussi en ce moment dans le marché. Au niveau d'une certaine niche de personnes, c'est assez tendance. On voit même, en fait, ma blouse en ce moment, j'ai la manche bouffante. Oui. Qui est une inspiration victorienne. Mais c'est ça, c'est un vêtement qui n'a pas d'âge. Celui-là, tu sais, moi, je l'ai acheté, puis c'est vraiment, tu sais, on peut le voir justement dans les tendances. Puis moi, c'est drôle parce que je suis capable de dire, OK, ça, c'est inspiration de telle époque, mais la plupart des gens, non. Fait que moi, c'est mon plaisir, mais... Ben oui, parce que tu retrouves les fils, puis tout ça. Oui. Alors, OK, mais ces vêtements-là, quand ils n'ont pas la taille haute? Non, là? exactement. Non. Ceux-là, OK. je dirais, là, on le voit pas parce que j'ai pas toutes les pièces, les looks portés, mais ma collection s'inspirait des années 1830, qui était plus la période victorienne avec les grosses robes à crinoline et tout. Oh, OK, puis des corsets. Oui, corset assez mince. On appelle ça le corset sablier, qui est vraiment ultra étroit. Wow. Souvent avec l'encolure bateau, qui était assez thématique de l'époque. Comme on peut voir que j'avais fait une encolure bateau, justement, pour rappeler. Mais après ça, je suis dans un body beaucoup plus lousse. Fait que, tu sais, l'amener un petit peu plus moderne au goût du jour d'aujourd'hui. Oui, parce que aujourd'hui, le corset, ça passerait pas. Non, ça passe pas. Il n'y a pas de danger que ça passe. C'est trop contraignant, ça n'a pas de sens. Oui, non, surtout ceux de l'époque victorienne. C'est pas une bonne période pour les femmes, mettons. OK. Alors, Paris, un an, tu dis... donc, tu as développé le goût du détail? Oui, bien en fait, j'ai fait Paris 5 mois, vu que c'était une session. Et après ça, je suis allée faire un stage d'études à Londres chez une grande designer là-bas qui est spécialisée dans les imprimés assez funky, ludiques.
Son nom, c'est Marie Katranzou. Puis là-dessus, j'ai eu la chance de travailler dans les ateliers des vêtements qui étaient fabriqués pour la Fashion Week de Londres. Donc, présentés sur les Fashion Week ou prêtés lors d'expositions comme au Met Gala à New York. Donc, c'est ça, tu sais. Puis c'était vraiment cool parce que je travaillais avec des couturières hors pair. Fait qu'ils m'ont montré plein de petites finitions comme les petits bords fins comme ça. On ne voit pas, mais c'est extrêmement minutieux à faire. Puis ça prend la bonne technique. Fait que j'ai appris plein de techniques que j'ai pu réutiliser dans mes collections plus tard. Fait que c'est des expertises que si je compare à mes collègues qui n'ont pas eu ce type d'expérience-là, ça m'a donné un petit avantage là-dessus. Mais c'est ça, mais c'est des gens très, très créatifs dans ces pays-là. Il y a des marchés pour les créations très pointues, puis qui sont très coûteuses là, pour les gens-là. Là, tu es revenu ici, au Québec, après mais là, ça n'a pas le même marché. C'est pas New York, c'est pas je vais expliquer Paris un peu ou le phénomène des vêtements de défilé. Les vêtements de défilé sont en fait très, très, très rarement vendus, à quelques exceptions. La plupart du temps, c'est plus un peu les défilés de mode, c'est un coût marketing. OK. Parce que moi, j'ai travaillé sur des robes dessus à Londres qui valaient à peu près 25 000 $. Il y a pratiquement personne qui peut s'acheter ça. Ça, à moins que tu ailles dans un gros gala, Oscar, Grammy ou quelque chose. Puis même encore là, souvent, les artistes vont plus demander de faire des prêts. Okay. Un moyen marketing. OK. Puis toi, est-ce que tu as envie de créer des pièces comme ça? Est-ce que c'est envisageable? Parce que je pense toujours à notre contexte là, qui est pas... Une petite population, on n'a pas beaucoup de gens très riches là, qui vont dépenser dans ce genre de choses-là. On n'a pas un marché idéal. Peut-être Toronto serait un peu plus facile, mais encore là, je dirais que le marché canadien, il est particulier. On n'est pas l'Europe. Également, on a aussi la particularité de notre climat. Ouais. Fait que la notion de luxe au Canada n'est pas la même qu'on la retrouve en Europe. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas... qu'on ne peut pas être créatif. Je pense que justement, faut simplement comprendre notre marché qui est particulier, qui n'est pas comme les marchés en Europe. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on a trop tendance à se comparer aux autres marchés. Ouais. Puis au lieu de faire quelque chose qui répond réellement à notre marché, puis j'ai l'impression que c'est pour ça peut-être que certains créateurs à Montréal, on les voit toujours un peu crier de faim, je vais dire ça comme ça. Ouais. Tu sais, pour moi, tu sais, le luxe canadien, ça s'exprime par faut avoir chaud. Fait que, tu sais, souvent, on va être prêt. Les vêtements qu'on paye le plus cher dans notre garde-robe, c'est nos manteaux d'hiver, nos manteaux. Tu sais, je pense que c'est une expertise en tant que designer canadien qu'on devrait aller chercher. Tu sais, la plupart des designers à Montréal, c'est assez rare que je les vois faire des manteaux. Il y en a quelques-uns qui vont faire des manteaux, mais on ne se spécialise pas là-dedans parce que c'est des vêtements excessivement complexes à faire. Ouais. Mais ils ont une réelle valeur ajoutée sur un marché. Je pense qu'il y a quand même une valeur ajoutée un manteau de laine sur un manteau de polyester en termes de durabilité. Je pense qu'on a simplement une vision du luxe plus pratique. On veut quelque chose de bien adapté à nos besoins climatiques, à nos besoins de confort. Je pense que les Canadiens, leur vision du luxe, c'est d'avoir quelque chose de confortable, d'adapté à nos besoins, puis non dans l'excentricité. Ouais. Fait que je pense qu'on peut être autant créatif, mais de comprendre le marché puis faire notre création en fonction du marché qu'on a, que je pense que c'est tout à fait possible. Après ça, il y a toujours la notion de scaler. Si tu veux être un designer étranger, aujourd'hui, avec l'Internet, on peut plus facilement aller chercher les marchés étrangers, mais c'est difficile parce qu'ici, on n'a pas nécessairement la ligne de production qui nous soutient. C'est voilà. Ouais, c'est obligé de le faire à l'extérieur. Exactement, parce que vu qu'on a tout exporté les machineries spécialisées, bien, on les a plus nécessairement. Fait que des fois, en tant que designer, on va demander une certaine finition à une manufacture ici, puis ils vont refuser de le faire parce que c'est trop compliqué. Ou, mettons, si on a un vêtement qui est moindrement trop compliqué, la manufacture va simplement refuser le contrat. Oh, wow! Oui, donc c'est vraiment une difficulté parce qu'en plus, ils ont de la misère à trouver des couturières. C'est un métier qui a très, très peu de relève. Moi, c'est l'une des raisons pourquoi je serais 100% pour ce qui ramène les cours d'économie familiale parce que ça prend des années avant de devenir bon en couture. Okay. Personnellement, moi, ça va faire 6 ans que je coupe puis je suis pas encore au niveau, mettons, des échantillonneuses avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Donc,
moi, dans ma tête, les cours d'économie familiale, ça serait une magnifique manière de ramener puis de peut-être augmenter la possibilité manufacturière ici parce que certaines filles ou gars apprendraient à coudre puis feraient « Ah, ben c'est le fun, coudre. J'ai pas nécessairement envie de devenir designer, mais moi, coudre, ça me détend, je pourrais faire ça de ma vie. » Puis aujourd'hui, une bonne échantillonneuse peut être payée excessivement avec relativement un bon salaire parce qu'il y a une rareté sur le marché. Ça peut aller, mettons, que tu es dans un poste de aide ou VP design dans une grosse compagnie commerciale, Dynamite Treatment, on voit des postes à 150-200 000 par année. Ça se comprend aussi parce que c'est une grosse responsabilité. Puis là, exactement. Fait qu'il y a moyen de faire de l'argent. Ouais. Fait que c'est pas... Moi, personnellement, je suis loin d'être dans une situation précaire. Je me suis trouvé une bonne job après l'université, puis... pour ce que je fais, je suis quand même relativement bien payée. Après ça, c'est sûr que je ne fais pas un salaire d'avocat. Non, c'est entendu. Bon, même designer, là, toi, tu es dans une entreprise qui crée des manteaux. Oui. OK, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dessines les manteaux, puis tu conçois tout comment ils vont être montés? Bien, normalement, de la manière qu'on procède, c'est qu'on va faire notre recherche de tendance, comprendre c'est quoi les besoins du marché futur. On travaille toujours un an à l'avance. Ah, c'est vrai. Ouais. Après ça, on va avoir des sketchs de fait, puis on va faire un dessin technique qui a pour but d'être envoyé aux manufactures. Après ça, moi, je vais faire un plan technique qui est un peu comme un plan d'ingénierie, que comme j'explique toutes les étapes, comment assembler le vêtement, tous les détails. OK, bien, tu sais, ma poche, comment elle s'ouvre, tu sais, j'explique tout ça. Est-ce que je mets une doublure là? Non. Est-ce que je mets un ajustement là? Quel genre de couture, pour quelle place? Parce que j'imagine que c'est pas la même couture partout dans le manteau. Dépendant des poches, ça demande des coutures plus fortes, peut-être. Après ça, je vais faire la liste des matériaux essentiels, donc quel type de fil j'ai besoin, quel type de bouton, quelle couleur je le veux. Fait qu'après ça devient assez logistique. Puis après ça, moi, je donne ça à ma patroniste. La patroniste va développer le manteau en pièces. Puis on envoie ça aux manufactures qui vont nous faire un prototype. Ouais, puis avant qu'on se rende en production, ça va prendre à peu près, dépendamment des compagnies, c'est à peu près 3-4 développements avant qu'on... 3-4-5 développements avant qu'on envoie la production complète. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que tu travailles pour l'année prochaine, il faut que tu travailles pour dans 2 ans, pratiquement. Je travaille 1 an à l'avance. Ah, 1 an? Puis toutes ces étapes-là arrivent à se faire assez rapidement? Dans la compagnie que je travaille, on est assez haut de gamme. Fait que je dirais 1 an, mais tu sais, j'ai travaillé dans du commercial. J'ai déjà travaillé chez le groupe Dynamite comme assistante designer. Puis des fois, c'est pas 1 an à l'avance, c'est plus 6 mois à l'avance parce que c'est une quantité de styles qui est produite énorme. Oh, wow. OK. Puis, OK, parlons d'écologie, des matériaux, parce que, tu sais, on sait que la mode, c'est polluant. C'est fou, là, c'est ça. Donc, le coton, on parlait de ça là, quand en pré-entrevue, oui. Comment le coton, on dit c'est une matière biologique, ça devrait être, c'est naturel. Puis pourtant, c'est hyper polluant. Oui, exactement. Bien, je vais commencer par dire quelque chose parce que peu de gens le savent. En fait, l'industrie de la mode, dans les dernières années, est devenue l'industrie la plus polluante au monde, même avant le pétrole. Donc, pour vous donner une idée à quel point c'est pas une bonne situation, puis souvent, on regarde pas nos étiquettes de vêtements. Donc, je vais dire, tu sais, c'est important de regarder les étiquettes de vêtements parce qu'il y a des petites solutions qu'on peut faire qui font une différence. Juste à aider ça. Tu sais, je vais donner l'exemple du coton. Le coton, tout le monde pense que c'est une fibre super bien, qui respire et tout. La vérité, c'est que pour produire un T-shirt en coton, ça prend à peu près... je pense que... Non, je vais dire le jean parce que je suis plus sûre du jean, mais un jean, ça prend à peu près 10 000 litres d'eau pour produire un jean. Simplement à cause... Le jean, c'est le vêtement le plus polluant parce que toutes les washes qui sont utilisées, la teinture dans le coton, c'est ça. Après ça, moi, mettons, il y a des solutions aujourd'hui qui se font comme moi, mon jean, c'est un Levi's. Levi's, moi, j'adore leur compagnie parce qu'ils ont un centre de recherche textile, fait qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles alternatives. Le mien, il est fait en... Il y a du coton dedans, mais c'est du coton biologique. Puis sinon, le jean, il est fait en majorité de Tencel, qui est une fibre qui est faite à partir de résidus de bois, qui est beaucoup plus écologique, puis qui vient avec sa certification.
Tencel. Oui. OK. C'est une fibre environnementale. Fait que Puis tu vois ça sur l'étiquette. Oui, même en fait, le Tencel a une étiquette de norme mondiale. Donc, quand vous achetez un vêtement en Tencel, peu importe la compagnie que vous l'achetez, vous allez avoir la même étiquette qui est marquée Tencel. Vous assurez que le bois vient de ressources renouvelables et tout. Donc, c'est des petits trucs comme moi, je sais en tant que designer. Fait que quand je vois le tag, je fais OK, c'est bien. C'est un meilleur choix, je vais dire ça comme ça. Sinon, si vous voulez acheter du coton, souvent, les compagnies, quand ils utilisent du coton biologique, ils le mettent de l'avant, ils vont le dire, ils vont mettre des étiquettes spéciales sur leurs vêtements. Parce qu'il y a un coton biologique, mais un coton qui n'est pas biologique? Exactement. En fait, le coton non biologique, c'est un coton qui prend énormément d'eau à produire et énormément de pesticides. Fait que même pour les fermiers qui travaillent sur les fermes de coton, c'est pas rare qu'on voit des cancers de poumons se développer à cause de la quantité de pesticides qu'ils produisent. Le coton biologique prend énormément moins d'eau et de pesticides à produire. Fait que ça prend quand même beaucoup d'eau à produire, mais ça en prend moins. Fait que c'est déjà une meilleure direction. Après ça, si on veut trouver mettons que vous allez dans un magasin puis que vous avez le choix entre un chandail de coton ou un chandail de chanvre, prenez le chanvre parce que le chanvre, ça pousse sans pesticides et avec pratiquement pas d'eau. Ah, oui, puis c'est facile à cultiver partout. Ça épuise pas les sols, je sais. Et le lin? Extraordinaire. Et le lin? Le lin est une fibre qui est considérée renouvelable. Donc, le lin, c'est une bonne alternative au coton. Des fois, c'est ce que je dis aux gens, le lin, par contre, il faut l'entretenir, il faut le repasser. Il y a un entretien, fait qu'il y a toujours un pour et contre. C'est comme, je vais donner un peu un exemple dans les fibres synthétiques. On a, en fait, le polyester. Le polyester, c'est extrêmement polluant. Par contre, aujourd'hui, il existe de plus en plus sur le marché, on voit des polyesters recyclés. Fait soit de vêtements recyclés, de fibres recyclées qui ont été reprocédées ou de bouteilles de plastique qui ont été reprocédées en tissu. Fait que ça, on le voit beaucoup. Ou sinon, une alternative... C'est sur l'étiquette, ça, quand polyester recyclé? Ah, les compagnies sont fières de le mettre de l'avant. Fait que si vous regardez sur vos étiquettes de content, moi, c'est ma job de les faire. Fait que moi, j'y porte attention parce que c'est mon travail. Mais le content label, normalement, va avoir ces informations-là. Puis quand c'est un nylon recyclé, ils sont fiers de le mettre. Puis même souvent, vous allez avoir les compagnies sont fiers de le mettre. Comme s'ils font l'effort de le faire, ils vont le mettre de l'avant avec des étiquettes, avec des certifications. Souvent, quand ils en utilisent, ils ont les certifications de recyclage et tout. Mais ces tissus-là, ils sont produits où? Ils sont produits en Chine. Ils sont tous produits en Chine? Malheureusement, j'ai un petit dilemme avec justement la production locale parce que souvent, quand on fait faire nos vêtements ici, le tissu vient quand même de la Chine. Fait qu'au niveau environnementalement du transport, que tu le fasses produire ici ou en Chine, ça revient au même en niveau d'impact de transport. Puis également, tu sais, ça fait que... Puis souvent, tu es capable d'avoir une meilleure qualité outre-mer. Fait que, dans la fabrication? Ou dans la fibre elle-même? En général, parce qu'en fait, toutes les manufactures de textiles sont en Asie. Fait que toutes les innovations textiles environnementales sont en Asie. Aussi. Fait que ça fait que si on veut avoir un produit, le coût de transport est un coût écologique assez faible comparativement à la production textile parce que il y a des rivières complètement polluées en Inde à cause que les résidus textiles sont rejetés, les produits chimiques de la teinture sont rejetés dans les eaux, puis on irait dans les pays qui produisent nos vêtements comme le Bangladesh. Ça, c'est petites recommandations simplement à cause des lois de réglementation de l'industrie manufacturière textile. Personnellement, j'essaie d'éviter d'acheter du Bangladesh à moins que j'aie une certification que la manufacture est éthique parce que les normes du travail imposées par le gouvernement ne sont pas géniales. Après ça, tu as des belles manufactures éthiques au Bangladesh. Quand c'est le cas, ils le mettent de l'avant. Donc, regardez, si c'est pas mis de l'avant... Le Vietnam, le Vietnam, il me semble que c'est aussi dans le textile, ils font aussi des vêtements. Le Vietnam, c'est quand même un pays émergent dans le textile. On dit en fait que c'est la nouvelle Chine en ce moment. Parce que la Chine est rendue assez dispendieuse parce qu'ils sont très spécialisés. Puis en fait, on a un peu le préjugé de dire que Made in China, c'est pas bon, mais les meilleures manufactures en ce moment
sont En Chine. made in China. OK. Tu sais, des chaînes entièrement automatisées, t'as pratiquement pas d'humains qui touchent aux vêtements. OK. Wow, Non, ils font juste mettre le tissu de même, puis la machine fait tout. Fait tout. Oh, wow. Écoute, on est pratiquement à la fin, puis moi, j'aimerais savoir un petit peu c'est quoi tes projets, où tu t'en vas, là? Ben, là, moi, je travaille dans une compagnie de manteaux parce que je pense que c'est le marché canadien qu'il faut exploiter en tant que designer de mode. Fait que là, en ce moment, je travaille dans cette compagnie-là dans l'optique de chercher des compétences. Puis, dans quelques années, j'aimerais ça lancer ma compagnie. J'aimerais ça, justement, que ce soit quand même très canadien dans l'esprit, que ce soit des vêtements pour nous tenir au chaud, pratiques, confortables, fait que spécialisés en manteau puis en tricot. Okay. Parce que je trouve que le tricot n'est pas assez exploité au Canada puis au Québec aussi. Puis c'est sûr, moi, ça serait tout le côté faire éco-responsable, bien penser, trouver des solutions à l'industrie de la mode polluante. Moi, c'est quelque chose qui me drive puis que je suis avec passion. Mais tu vas pas, quand même pas faire cultiver le chanvre puis tisser le Exactement. Ici. Puis pourtant, ça serait peut-être une super idée. Parce que le chanvre, c'est pas difficile à cultiver. Non, c'est exactement. Moi, j'ai toujours, si on voudrait vraiment faire quelque chose de hyper environnemental parfait, faudrait. Malheureusement, on n'a pas la relève. Il n'y a plus personne qui veut travailler en textile ici. Puis également, on n'a pas l'industrie. Fait que d'ici le temps que ça arrive, c'est long. Fait que alors qu'on pourrait prendre des solutions assez court terme qui peuvent vraiment faire une différence en allant à l'étranger. Puis, comme je disais, le coût environnemental revient au même parce qu'en bout de ligne, c'est extrêmement... On produit des tissus ici, mais c'est rare. Il y a encore des producteurs de tissus au Canada? Il y en a encore un peu, mais sont... Puis même encore là, les quantités sont limitées. Fait que, tu sais, faire une grosse production, c'est toujours difficile. Il faut commander bien à l'avance. C'est artisanal. En fait, c'est pratiquement un niveau artisanal. C'est exactement. Fait. OK. Wow! Écoute, tu nous éclaires. C'est merveilleux parce qu'on apprend beaucoup de choses. Je pense qu'on va être, on va être plus équipés là, pour savoir qu'est-ce qu'on achète. Puis réaliser qu'est-ce qu'on fait, puis peut-être mieux choisir nos vêtements, puis les choisir puis les entretenir avec soin pour pas surpolluer la planète. Écoute, Camille, c'est vraiment c'est une rencontre merveilleuse. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. OK. Puis, mesdames et messieurs, vous voyez comment ces jeunes-là, ils sont incroyables. Moi, ça m'impressionne. Comment ils sont articulés, comment ils sont préoccupés par des choses importantes, comme notre environnement, puis comment ils sont créatifs. Alors, je vous invite à vous joindre à nous pour une prochaine rencontre, qui sera peut-être pas avec un jeune, mais avec des gens tout aussi créatifs de toute façon. Alors, à très bientôt. Revenez-nous voir Mosaïque, puis au plaisir. Alors, au revoir. Au revoir.